Dans un château isolé à la périphérie de la ville de Kushan, un groupe de guerriers traversait ces sombres couloirs. L'un d'eux se demandait si les informations qu'ils avaient été fausses, ce à quoi son compagnon répondit, confirmant qu'elles provenaient de leur Cassius, et qu'elles devraient donc être correctes. Au milieu de sa confusion, l'autre homme exprima sa surprise de ne pas voir de bête magique, ajoutant qu'il ne pouvait même pas voir une seule fourmi. Son compagnon répondit que la raison pourrait être la propagation d'une rumeur sur l'arrivée de leur Nagi, ce que l'autre homme approuva, considérant que c'était parfaitement logique dans cette situation. En se promenant, les hommes découvrirent un endroit étrange, et ils s'interrogèrent sur sa nature et sur son ancienneté, surtout qu'il ne figurait pas sur la carte. Pendant ce temps, l'un d'eux montra une sortie et des escaliers menant au niveau supérieur. Un autre homme suggéra d'envoyer quelqu'un vérifier l'endroit suspect, ce qui mit leur Nagi en colère, qui expliqua avec colère que l'étage supérieur était censé être géré par le gang Ilnian. Nagi désigna ensuite fermement leur destination, annonçant qu'il s'y dirigerait, et ordonna à l'homme qui avait suggéré de vérifier d'y aller en premier, qui exprima sa surprise face à l'ordre. Nagi répéta simplement son ordre sèchement et avec colère, lui demandant s'il devait le répéter. L'homme obtempéra immédiatement et s'avança, pour découvrir que l'endroit était complètement vide, et il en informa son maître Nagi. Mais soudain et de façon inattendue, de féroces bêtes magiques ressemblant à des loups aux yeux rouges apparurent et les attaquèrent. Les bêtes avancèrent vers Nagi et son groupe, puis se précipitèrent soudainement sur eux, terrifiant Nagi. Leur malheur ne s'arrêta pas là car toutes les portes et sorties de l'endroit furent scellées, les laissant piégés face aux bêtes. Les hommes furent choqués et stupéfaits, entourés d'un grand nombre de bêtes, ce qui incita l'un d'eux à crier anxieusement, demandant ce qu'il devait faire. Nagi le réprimanda en disant que s'il voulait vivre, il devait se battre. Il cria ensuite sur ces hommes en les traitant d'imbéciles et leur ordonna de sortir et d'affronter les bêtes. Une bataille féroce éclata et les hommes tombèrent un par un sous les crocs acérés des bêtes sauvages. Alors que Nagi était sur le point de rencontrer sa fin, quelqu'un tua la bête qui était sur le point de le tuer. Une nouvelle personne apparut soudainement et se moqua de lui demandant s'il se voyait comme une demoiselle en détresse. L'homme survivant leva les yeux pour voir l'arrivée de leur Lancène et exprima que son timing était parfait pour le sauver. Avec une pleine confiance, leur Lancène dit à Nagi de le regarder attentivement pendant qu'il se battait. Avec une habileté superbe digne d'un maître d'épée, Lancène partit combattre les bêtes féroces. Avec son arme brillante, il décapita facilement l'une des bêtes. Le reste des bêtes se jeta sur lui comme une meute. Il les acheva tous en un clin d'œil, l'un après l'autre. Les autres hommes restèrent dans un état de choc et d'admiration. L'ensigne se tenait au-dessus des cadavres éparpillés des bêtes. Nagi exprima sa profonde admiration pour le pouvoir indescriptible de leur Lancigne, affirmant que les maîtres d'épée sont à un niveau complètement différent. Alors que Nagi le regardait de loin, il se demanda quel genre de récompense le comte Cassius donnerait à Lancène pour cet exploit. Puis Nagi parla avec amertume, disant à Lancène qu'il aurait pu gérer toute l'affaire tout seul. Lancène répondit froidement, disant que malgré les grandes compétences oratoires de Nagi, son maniement de l'épée était terrible et lui conseilla de s'entraîner plus dur s'il voulait devenir plus fort. Nagi répondit avec détermination, lui assurant qu'il le ferait. La scène se déplace ensuite vers les ruines d'Ilnion dans la ville de Kushan, où un homme salua en lui demandant pourquoi il était en retard. Lancène s'excusa, expliquant que quelque chose s'était produit. L'homme lui dit avec inquiétude que le comte Cassius était arrivé il y a quelque temps et que la situation n'était pas bonne. Quand Lancène demanda ce qui s'était passé, l'homme expliqua que le comte avait pris les enfants et lui avait laissé un parchemin. Lancène ouvrit le parchemin pour y trouver un ordre de tuer quelqu'un nommé Dolkosh. L'homme qui apporta le message fut choqué lorsqu'il en entendit le contenu. L'identité de la cible fut révélée. C'était le comte de sang Dolkosh, un puissant vampire de sang pur et un maître d'épée qui régnait sur la ville de Cachot, tandis que la ville de Kushan était sous le contrôle du comte Cassius. La ville de Cachot était dirigée par le comte de sang Dolkosh, et les deux étaient toujours en conflit. En raison de ce conflit, Lancène et ses compagnons furent forcés de faire toutes sortes de sales boulots pour obtenir le soutien de Cassius. L'homme se lamenta sur leur situation, expliquant que tout ce que leur Lancène voulait était de s'échapper avec les enfants et de vivre en paix, et il maudit le comte à qui il était resté fidèle pendant environ 10 ans. L'homme essaya d'empêcher Lancène de partir, lui rappelant que Dolkosh était un véritable vampire de sang, mais Lançon répondit fermement qu'il n'avait aucune raison de vivre si ce n'était avec ses frères et sœurs, les enfants. L'homme dit à Lançon avec étonnement qu'il venait de revenir, puis lui demanda où il allait dans cet état. Avec Lançon insistant pour partir immédiatement parce que les enfants avaient été enlevés, l'homme l'avertit sévèrement du danger, expliquant que Dolkosh avait d'innombrables experts, voire des vampires plus forts sous son commandement. Lancène insista sur le fait que sa demande était un ordre pour leur Balsian. Après un moment d'hésitation, Balsian accepta à contre-cœur. Lancène expliqua qu'il voulait que leur Balsian reste en arrière et prenne soin de leurs frères et sœurs et promit avec un sourire confiant qu'il gagnerait sûrement et reviendrait pour tout réparer. Alors que Lancène et son groupe s'éloignaient, Balsian serra fermement le poing, décidant en lui-même qu'il ne pouvait pas obéir à cet ordre cette fois. Puis la scène revient en arrière, plus précisément au 11 mars de l'année continentale 1337 dans le royaume de Barua.
Là, la reine du royaume de Barua ordonnait au commandant des chevaliers Balsian de prendre l'enseigne et de partir pendant qu'elle resterait pour garder l'endroit. Balsian refusa l'ordre, insistant sur le fait qu'il resterait pour la protéger jusqu'à la fin. Mais la reine insista, expliquant que ce qu'il devait protéger maintenant n'était pas elle, mais la lignée du royaume de Barua. Balsian ne pouvait pas refuser la demande de la reine. La reine se tourna ensuite vers son fils, le deuxième prince, et lui demanda de l'écouter attentivement et de survivre coûte que coûte. Elle lui dit que le destin des femmes de la famille Barua était de préserver la lignée royale pour les générations futures et que lui aussi devait remplir son devoir envers la famille royale. Le petit prince en pleurs refusa de s'échapper seul, alors sa mère plaça un collier autour de son cou, lui assurant que cela l'aiderait sûrement. Elle le supplia de faire revivre la famille royale de Barua. Face à cette scène, Balsian fut ému par le sacrifice de la reine, et le commandant des chevaliers Balsian jura qu'il servirait son Altesse le prince de sa vie. Du point de vue de Balsian, il se souvient des événements tragiques où la capitale brûla, et il ne parvint pas à protéger le roi et la reine, ne réussissant qu'à s'échapper avec le deuxième prince dans ses bras. Ce jour-là était le 13e anniversaire du prince. Le prince qui avait été témoin du meurtre de ses parents et de son frère se contenta de fixer le ciel en feu en silence. Ainsi, le royaume chevaleresque de Barua, vieux de 500 ans, fut détruit. Balchin se souvient comment ils évitèrent les soldats de l'Empire et atteignirent la route d'évacuation désignée, leur groupe étant composé d'environ 20 chevaliers accompagnant le jeune seigneur et la jeune dame, les derniers de la famille des marquis. Le 1er avril, ils traversèrent avec succès la frontière de Moxam et se cachèrent à bord d'un navire se dirigeant de Gloryland vers Roverland au milieu d'une violente tempête. Le 23 août de la même année, ils arrivèrent à Roverland, une terre sans foi ni loi où se rassemblaient les criminels et les fugitifs. Balsian conclut son récit en notant que 2 mois se sont écoulés depuis leur arrivée dans la ville de Cuchan et que de nombreux chevaliers sont morts en chemin, n'en laissant que 12, dont lui-même. Balsian poursuit son récit, expliquant que ceux qu'il doit protéger sont son Altesse le deuxième prince Lancène, le seul héritier légitime maintenant, en plus des derniers héritiers des ducs, marquis et comtes. Et il jure de les protéger quel qu'en soit le prix, même si la honte et la misère les attendent. La scène se déplace vers la ville de Cassio à l'intérieur du château du comte de Sandulcoche. Là, Balsian est vu en train de se battre, marmonnant pour lui-même de tenir encore un peu, priant pour que son Altesse, Lancène, soit en sécurité. Balsian atteint la sombre salle du trône, et en entrant dans la salle, il trouve les corps des guerriers qui accompagnaient Lancène sur le sol. Puis il vit Dulcoche, taché de sang et une épée enfoncée dans son cœur. Balsian arrive sur les lieux, appelant Lancène avec alarme. Il le trouve grièvement blessé, qui lui dit avec un faible sourire que tout est fini. Balsian est choqué, se demandant si la lignée du royaume de Barua, leur promesse d'un avenir heureux, et toute leur lutte et leurs espoirs se termineraient vraiment ainsi. Mais il refuse d'abandonner, affirmant qu'il ne peut pas laisser cela se terminer ainsi. Malgré sa dépression, Balsian se lève et porte le Lancène blessé, déterminé à le sauver. 3 ans plus tard, la scène revient aux ruines d'Ilnian dans la ville de Cuchan. L'endroit était calme et les enfants jouaient joyeusement ensemble. Balsian appelle Lancène, qui était sur le toit d'une maison, en train de réparer un toit. Lancène est heureux de voir que Balsian est revenu indemne. Alors que Lancène descendait de l'échelle, ses pieds ont glissé et il est tombé au sol. Balsian demande avec inquiétude à Lancène s'il va bien, et Lancène répond qu'il va bien et demande ce que le comte a dit. Balsian lui dit que la réponse était la même que d'habitude, qu'il devrait attendre un autre mois. Lancène accepte cela, disant qu'ils peuvent se débrouiller pour l'instant et qu'ils demanderont à nouveau le mois prochain. Balsian gronde Lancène pour avoir fait un travail si dur, mais Lancène répond qu'il ne peut pas faire ce travail aux enfants. Balsian souligne que ses enfants ont grandi maintenant, mais Lancène insiste sur le fait qu'il les protégera, peu importe leur croissance. Balsian soupire, appelant Lancène par le nom d'Elric, et dit qu'il sait ce que Lancène va répéter comme d'habitude. Lancène devine correctement que Balsian allait dire « Si seulement j'avais un élixir », ce que Balsian confirme avec colère. On explique que l'élixir est la médecine de la vie, une potion ancienne et miraculeuse qui ne peut pas être reproduite avec la magie moderne, et la rumeur dit qu'elle a été trouvée dans le donjon d'Ilnian il y a 200 ans. Lancène rejette l'idée de l'élixir avec mépris, la qualifiant de simple conte de vieille femme. Il se demande ensuite avec dédain ce qui ne va pas chez lui, affirmant qu'il ne rencontre pas de difficultés majeures dans sa vie quotidienne. Face à son indifférence, Balsian suggère d'abandonner le sujet. Cependant, Balsian admet qu'un miracle comme celui qui lui est arrivé dans le passé pourrait ne plus se reproduire. Soudain, des enfants se précipitent vers eux en panique en criant « Maître !» et l'avertissent de faire attention. D'un mouvement rapide, Lancène lève son bras blindé pour bloquer un morceau de bois qui se dirige vers lui. Il se tourne ensuite vers eux avec un sourire et leur dit qu'il vient de finir de réparer le toit et qu'il ne veut pas qu'il soit à nouveau endommagé. Lancène s'approche de l'un des garçons et lui tend l'épée en bois, lui conseillant de ne jamais lâcher son épée la prochaine fois, quoi qu'il arrive. Le garçon répond, confus, qu'il la tenait fermement. Lancène commence alors à lui enseigner la bonne façon, expliquant que cela nécessite plus qu'une simple prise ferme.
Il doit soutenir son corps avec ses jambes et répartir son centre de gravité sur tout son corps. Il lui demande ensuite d'imaginer son adversaire dans son esprit. Dès que l'enseigne commence à se concentrer, des souvenirs vifs de sa bataille sanglante contre le comte Dolkoch lui traversent l'esprit. Le comte lui porte un coup puissant, mais l'autre parvient à le bloquer. Il se souvient comment le fait d'avoir quelqu'un à protéger lui a donné la force de se battre et de son insistance sur le fait qu'il ne pouvait pas mourir parce qu'il avait des choses qu'il devait protéger. Le comte s'est jeté en avant d'un pas rapide et, d'un geste décisif, a tranché le bras de l'enseigne. Sans se laisser démonter par la douleur, l'enseigne ne recule pas et se jette en avant en visant le cou du comte. Au plus fort de son flashback, il libère sa puissance et porte un coup violent au mannequin d'entraînement en bois, le coupant en deux. Balsian et les enfants sont sous le choc. Balsian murmurant, l'enseigne. Alors qu'un des enfants crie que le maître a cassé le cheval de bois, l'enseigne sort de sa transe, l'air confus, et s'excuse auprès d'eux, disant qu'il voulait seulement leur montrer le chemin, mais qu'il a accidentellement utilisé trop de force et a cassé le mannequin, promettant qu'il le réparera plus tard. Pendant ce temps, un autre enfant arrive en courant, terrifié, appelant maître l'enseigne pour lui dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Il explique qu'il s'agit de Daisy et Cyclin. Immédiatement, l'expression de l'enseigne devient sombre et sérieuse car il a un mauvais pressentiment. L'enseigne se précipite vers l'un des bâtiments, pensant que l'odeur épaisse de sang qu'il détecte est trop forte pour provenir d'une simple querelle d'enfants. Il fait irruption dans l'endroit en les appelant par leur nom, pour ne trouver qu'un jeune homme et une jeune fille engagés dans un véritable combat à l'épée violent. Il s'avère que la jeune fille aux cheveux roux est Daisy de la famille Ilnian, et le jeune homme aux cheveux bleus est Cyclin de la même famille. Soudain, Nagy, le subordonné du comte Cassius, apparaît, saluant l'enseigne et se moquant de sa longue absence. L'enseigne demande sèchement ce qui se passe, ce à quoi Nagy répond avec un sourire forcé qu'il menait une entrevue. L'enseigne répète le mot entrevue avec incrédulité, et Nagy explique qu'il testait Daisy et Cyclin, et que s'il montrait des promesses, il envisageait de les prendre comme ses disciples directs. Il ordonne ensuite aux deux de s'écarter. L'enseigne se met en colère et demande à Nagy qui il pense être pour essayer de mélanger son sang de basse extraction avec qui que ce soit. Nagy rétorque moqueusement que le rejoindre en tant que le plus bas des disciples serait mieux que de rester sous un échec qui a perdu ses membres. L'enseigne demande si le comte Cassius est au courant de cela, mais Nagy se moque de la question, expliquant que l'enseigne ne comprend pas la situation et que quelqu'un d'aussi occupé que le comte ne se soucie pas de chaque petite chose. L'enseigne en déduit que Nagy est venu de son propre chef, sachant que cette zone appartient à leur famille. Nagy confirme qu'il est venu en pleine connaissance de la situation, mentionnant une rumeur selon laquelle le grand maître d'épée l'enseigne a perdu ses membres à cause d'une bande d'enfants. L'enseigne est en colère de la façon dont Nagy lui parle. Nagy se demande sournoisement si l'enseigne peut les protéger avec son corps actuel. L'enseigne l'avertit sévèrement de ne pas toucher les enfants et de partir tranquillement, sinon il mourra de sa main. Nagy sourit avec dédain, comme s'il doutait de la capacité de l'enseigne à exécuter sa menace. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, l'enseigne lance une attaque rapide. Les hommes de Nagy bloquent l'attaque avec leurs épées. Surpris par la force de l'enseigne, qu'il classe comme un rang d'experts de bas niveau, l'enseigne pense en lui-même qu'ils ne sont pas de taille pour lui et leur dit de ne pas sous-estimer un maître d'épée. L'enseigne libère sa puissance dans une attaque féroce, battant instantanément les hommes de Nagy. Nagy est impressionné par ce qu'il a vu, applaudissant et disant qu'il est toujours le même et qu'il est incroyable, frère. L'enseigne répond que les novices de nos jours ne connaissent pas la peur. Nagy lui demande de ne pas être si dur. Comme son adversaire n'est qu'un bleu, l'enseigne remarque que Nagy lui en veut toujours énormément, ce que Nagy nie initialement avant que son expression ne devienne sombre et qu'une aura sanglante sinistre ne l'entoure alors qu'il se prépare à se battre. L'enseigne réalise qu'il ne peut pas prolonger le combat dans son état actuel et décide qu'il doit y mettre fin d'un seul coup. Il lance une attaque rapide et surprenante sur Nagy, pensant qu'il l'a attrapé, mais Nagy l'arrête facilement en utilisant uniquement l'aura qui entoure son corps. Sous la force de l'impact, l'épée de l'enseigne se brise, et Nagy lui demande avec mépris pourquoi il a l'air si pathétique, lui révélant que son noyau a été complètement brisé. L'enseigne est choquée, et Nagy continue sa moquerie, demandant si l'enseigne pensait qu'il ne serait pas capable d'atteindre les rangs supérieurs. Il lui dit alors que c'est pourquoi il a insisté sur l'importance de devenir l'un des parents du sang. L'enseigne regarde autour de lui avec inquiétude, se demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Nagy lance un regard terrifiant à Daisy et Cyclin, qui tremblent de peur, et les menace en leur demandant s'il devrait les tuer un par un. L'enseigne décide que si un combat à mort est inévitable, il doit au moins protéger les enfants. L'enseigne supplie Nagy d'y mettre fin ici, lui rappelant qu'il y a des enfants présents. Nagy éclate de rire, incrédule de ce qu'il entend, et demande moqueusement si le maître d'épée l'enseigne le supplie maintenant. L'enseigne lui dit qu'il ne le niera pas, puis laisse tomber son épée et s'agenouille sur le sol. Nagy répond que ce ne sera pas si facile alors et qu'il a besoin de réchauffer un peu son corps. Il commence alors à battre l'enseigne sans pitié, lui donnant des coups de poing successifs au visage et le faisant tomber, et lui donne un coup de pied puissant. Nagy marche sur l'enseigne tombée, qui le supplie faiblement d'arrêter et s'excuse. Après un moment de réflexion,
Naji sourit cruellement et prétend être une personne au cœur tendre et que c'est suffisant pour aujourd'hui. Il quitte ensuite l'endroit, leur disant qu'il les reverra demain. Un des enfants regarde leur maître vaincu et demande avec désespoir ce qu'ils vont faire maintenant. L'enseigne les rassure en leur disant que tout va bien car il a pu les protéger. Plus tard, l'enseigne demande à Daisy et Cyclin pourquoi ils ont fait ça et s'ils voulaient vraiment devenir les parents de Naji. Cyclin s'excuse auprès de son maître, tandis que Daisy reste silencieuse, refusant de parler, ses yeux rouges fixant avec défi. Daisy a murmuré une malédiction, et l'enseigne lui demande, choquée, ce qu'elle vient de dire. Daisy rétorque avec défi, demandant ce qui l'empêche de devenir une subordonnée de Cassius, lui rappelant qu'il était autrefois son subordonné lui aussi. L'enseigne lui demande avec colère si elle ne connaît vraiment pas la raison. Il explique que Cassius est quelqu'un qui veut devenir un vampire par avidité, et à cause de lui, leurs camarades et leur famille sont morts, tandis que lui-même a fini comme ça, montrant ses membres prothétiques. Il lui demande, incrédule, si elle veut toujours le servir juste pour vivre en suçant du sang. Daisy explose de colère et lui crie que ce ne sont pas ses affaires, lui demandant s'il est son père ou quelque chose comme ça. Elle continue à crier à travers ses larmes que sa vie est la sienne et lui dit d'arrêter de se mêler des affaires des autres et de se mêler de sa propre vie. Après avoir évacué sa colère, elle se lève et sort de la pièce en trombe. Cyclin essaie de la calmer, puis se tourne vers l'enseigne pour lui dire que Daisy ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Il ajoute qu'il sait qu'il faut beaucoup de courage pour s'agenouiller dans une telle situation. Il remarque ensuite que son maître doit souffrir beaucoup et propose d'aller chercher une potion de guérison chez l'oncle Balsian. L'enseigne le remercie avec un léger sourire. À ce moment, Balsian entre dans la pièce en panique, demandant à l'enseigne s'il va bien. Balsian lui dit qu'un enfant nommé Léna est venu le voir et lui a dit que Daisy avait dit que l'enseigne et Naji se battaient et que l'enseigne était blessée. Puis l'enfant est venu lui demander de l'aide. Léna réalise qu'elle a révélé le secret de Daisy et s'exclame qu'elle aura de gros ennuis si Daisy le découvre. Balsian a confirmé que Daisy l'avait effectivement fait. L'enseigne rit de la situation, puis remercie tout le monde pour leur inquiétude. Balsian lui donne la potion de guérison, et l'enseigne la prend, remerciant silencieusement Daisy. Plus tard, l'enseigne est assis seul et tousse violemment. Il soupire en regardant sa main prothétique tachée de sang, pensant que si son noyau était intact, quelqu'un comme Naji ne serait pas du tout une menace. Mais il rejette rapidement ses pensées, se disant que protéger les enfants est tout ce qui compte maintenant. Cependant, il reste inquiet du retour de Naji le lendemain. L'enseigne réalise qu'en fin de compte, il n'aura peut-être pas d'autre choix que d'utiliser cette chose. Il sort le collier de la famille royale Barua, pensant à le vendre pour financer la protection des enfants. Il sait que des trésors comme le sceau royal seraient dangereux car l'Empire les traquerait, donc le collier est la seule chose qui puisse être vendue. L'enseigne a regardé le livre du destin et s'est demandé pourquoi il était considéré comme un trésor royal. Il y a eu un événement survenu le 17/03/4673 selon le calendrier Roseru, où une église secrète d'un culte était remplie d'un vœu inquiétant. L'enseigne est surpris de sa capacité à comprendre l'ancienne langue écrite dans le livre. Soudain, une lumière puissante brille du livre et la marque de l'étoile sacrée apparaît. Puis l'enseigne disparaît de sa chambre. Lançon se retrouve soudain à courir dans un couloir sombre, se demandant comment cela s'est produit alors qu'il lisait le livre il y a quelques instants. Il réalise que ce qui se passe n'est pas une illusion, mais la réalité. Il reconnaît l'endroit comme le donjon Ilnien, mais il a l'air tout neuf. Il s'arrête au milieu d'un groupe de personnes portant des robes similaires aux siennes, confus quant à qui ils sont et ce qui se passe. Il entend quelqu'un signaler un intrus dans l'église, et le chef leur ordonne de sécuriser d'abord l'élixir. L'enseigne est choqué d'entendre le mot élixir. Il relie les événements, le nouveau donjon Ilnien, la date mentionnée dans le livre et la légende selon laquelle l'élixir a été découvert dans l'ancien donjon Ilnien. Il arrive à la conclusion étonnante qu'il a remonté le temps, 10 000 ans dans le passé. Il confirme que l'opportunité est réelle et que l'élixir est effectivement ici. Pendant ce temps, l'un des chefs de culte confirme que l'élixir est en sécurité, et Lançon pense qu'avec lui, il retrouvera tout ce qu'il a perdu. Lançon sent la présence de 12 personnes à proximité et envisage de les tuer toutes maintenant et de prendre l'élixir, mais le chef de culte donne l'ordre de rechercher l'intrus par paire avant de faire l'offrande. Le chef commence à attribuer des tâches, puis appelle quelqu'un du nom de Serwo pour aller avec Rancène couvrir le passage nord. L'enseigne reste figé sur place, se demandant comment ils connaissent son nom. Il suppose qu'ils l'ont reconnu comme l'un de leurs anciens camarades, réalisant qu'une magie puissante liée à l'étoile sacrée a causé ce résultat et s'interroge sur la véritable nature du livre du destin. Son partenaire assigné, Serwo, l'appelle, lui demandant pourquoi il reste là, perdu dans ses pensées, et l'exhorte à bouger. L'enseigne décide pour l'instant de jouer le jeu pour recueillir des informations et attendre la bonne opportunité. Il suit ensuite Serwi dans le couloir sombre. Alors qu'il marche, il trouve une femme aux cheveux dorés devant eux. Tout en explorant le couloir, l'enseigne et son partenaire Serwi sont attaqués par un intrus aux cheveux jaunes et une épée violette brillante qui a coupé Serwi en deux. L'enseigne remarque un étrange éclair transparent lorsque son épée entre en collision avec celle des attaquants. L'enseigne parvient à bloquer l'attaque de l'agresseur et voit que sa propre épée est endommagée à chaque engagement.
Il remarque que l'épée de l'attaquant est également endommagée, commentant son étrange pouvoir. L'ancien se rend compte que ce pouvoir n'est pas une aura d'épée normale et que quelque chose d'étrange se produit, et il pense à tester lui-même ce pouvoir. L'ancien remarque des enfants effrayés cachés à proximité. Derrière l'attaquant aux cheveux jaunes, l'ancien se demande pourquoi ils sont ici. L'attaquante se révèle être une chevaleresse blonde et se tient de manière protectrice devant les enfants, grondant l'ancien, se demandant comment lui, en tant que chevalier, pourrait s'allier à un culte qui kidnappe des enfants et l'accuse de prévoir de les utiliser comme sacrifice vivant. Pendant un instant, l'ancien se souvient de ses propres enfants et de leur vie heureuse avant que le reste des membres du culte n'arrive au combat, faisant semblant d'ignorer ce qui se passe. L'un des membres du culte lui demande si Sir Wasfell a l'intrus. Mais avant que l'autre ne puisse terminer sa phrase, l'ancien se retourne et tue les membres du culte d'un coup rapide. La nidus blonde est abasourdie, alors l'ancien lui dit qu'ils sont du même côté et doivent se battre ensemble. Deux autres membres du culte arrivent et constatent que 3 de leurs membres ont été tués par l'intrus jusqu'à présent, et l'un d'eux crie à l'autre de se dépêcher et d'aider Lançon. Lançon se retourne et décapite l'un d'eux. Un membre du culte voit Lançon tuer son camarade et l'accuse de trahison alors qu'il rend son dernier souffle. L'ancien se tient au-dessus des corps et dit à la chevaleresse que grâce à son combat simulé, il lui a été facile de les tuer. Elle le regarde, confuse, et précise qu'il l'attaquait au hasard, elle n'avait donc d'autre choix que d'intervenir pour le vaincre. Il lui dit alors de continuer à l'aider de cette manière. Le chef de culte celtique arrive et voit la scène, commentant à quel point il est difficile de comprendre le personnage de l'ancien, puis lui demande directement s'il les a trahis. Celtic sourit sinistrement, disant que les âmes des 5 qui sont morts de chagrin à cause de la trahison ne sont pas mauvaises du tout, et que le chaos contenu dans la trahison elle-même avec l'âme de la noble Nidus rendra leur maître encore plus heureux. La Nidus blonde se rend compte qu'elle fait face à un adversaire de niveau expert avancé et regrette de ne pas avoir appelé à l'aide avant de venir ici. La Nidus blonde s'est rendue compte qu'elle était à un rang d'expert de niveau intermédiaire, et affronter Celtic seul était impossible. Elle a décidé de lancer l'attaque en premier pour donner à Lançon une chance de frapper lorsqu'une ouverture est apparue dans la défense de l'adversaire. La chevaleresse a chargé férocement vers Celtic, et leurs épées se sont heurtées violemment. Mais Celtic a facilement bloqué son attaque et l'a frappé avec force, la faisant voler vers l'arrière. La chevaleresse est rechargée et lui a asséné un coup, mais il l'a facilement esquivé. Avec un sourire sinistre, Celtic se prépara à porter un autre coup, laissant la chevaleresse sous le choc de son immense puissance. À ce moment crucial, entouré d'une aura bleue, il s'est déplacé avec une vitesse incroyable. L'ancien est intervenu, libérant sa technique de tempête et a visé son épée, tranchant le cou de Celtic. Celtic gémit de douleur mais parvint à endurer. Le collier que portait Celtic s'est allumé lorsqu'il a été touché. Il regarda un artefact lumineux sur sa robe, réalisant avec un sourire narquois qu'il serait mort sans lui. Les deux combattants se sont engagés dans une bataille rapide, Celtic attaquant avec son aura rouge tandis que l'ancien a contré avec son aura bleue. L'ancien se retrouva dans une situation difficile, admettant que la situation était dangereuse car il ne pouvait pas prédire la trajectoire de l'épée de Celtic et se demandait comment cette femme avait réussi à lui résister aussi longtemps. La Nidus blonde apparut derrière Celtic et lança une attaque surprise, mais il réussit à la bloquer. La Nidus blonde cria à l'ancien en lui demandant ce qu'il faisait. L'ancien était confus. Elle demanda comment une aura d'épée colorée pouvait être si faible malgré sa difficulté à être prédite. Celtic se moqua de lui en disant que le simple fait d'avoir une aura colorée ne voulait rien dire, le traitant d'épéiste novice qui ne pouvait même pas lire le cœur de l'épée. Il lança ensuite une attaque féroce qui fit crier de douleur le chevalier. Celtic se tourna vers l'ancien avec des yeux brillants de malice, lui faisant ses adieux avant de porter le coup final. L'insulte de Celtic enragea l'ancien, qui se souvint de son passé au service du comte Cassius et de la façon dont il avait atteint le rang de maître d'armes, considéré comme une arme stratégique. Alors que du sang coulait de sa bouche, l'ancien défia son adversaire de voir si son véritable pouvoir était aussi celui d'un novice. L'ancien déchaîna une nouvelle technique appelée fil d'aura. Celtic fut totalement surpris, remarquant que le pouvoir de l'ancien était complètement différent d'avant. Utilisant de fins fils d'aura bleus, l'ancien lança une attaque complexe, marmonnant pour lui-même, se moquant de la description de lui comme un novice qui ne pouvait pas lire le cœur de l'épée. Celtic ne put résister à ce nouveau pouvoir, et les fils d'épée lui tranchèrent la tête, et il tomba au sol, mort. L'ancien s'effondra au sol, crachant du sang. La Nidus blonde s'assit, choquée, et demanda à l'ancien qui il était vraiment. Mais l'ancien, haletant d'épuisement, l'ignora et se dirigea vers le corps de Celtic, espérant désespérément trouver ce qu'il cherchait. L'ancien atteignit sa destination et trouva une petite boîte contenant l'élixir, et avec un sourire triomphant, il déclara qu'il l'avait enfin trouvé. À ce moment-là, la Nidus blonde le vit et lui demanda ce qu'il faisait. Avant qu'il ne puisse boire tout l'élixir, Lançon s'effondra soudainement au sol, laissant tomber l'élixir de sa main, laissant le Nidus dans un état de confusion et d'étonnement. Puis une vieille montre de poche s'enfonça dans l'eau, signalant la fin de son voyage dans le passé. Dans le présent, Daisy se demandait avec anxiété où était l'ancien, qu'elle appelait frère.
Daisy ressentit un profond regret et demanda à Balsian s'il avait vu l'enseigne, expliquant qu'elle avait désespérément besoin de s'excuser auprès de lui, mais Balsian ne connaissait pas ses allées et venues. Espérant le trouver, Daisy se rendit dans la chambre de l'enseigne, pensant qu'il était peut-être revenu. Mais quand elle ouvrit la porte, elle fut violemment choquée par ce qu'elle vit. Elle trouva l'enseigne allongé sur le sol, inconscient et couvert de sang, et elle cria son nom et courut vers lui. Plus tard, alors que l'enseigne était allongée dans son lit, Balchin demanda à Daisy de lui faire savoir quand il se réveillerait, et elle lui assura qu'elle resterait à ses côtés. Daisy était assise à le regarder, pensant tristement à quel point il avait été le plus fort d'entre eux, mais était devenu faible à cause d'eux. Elle avait tellement honte qu'elle souhaitait la mort chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose de mal. Soudain, l'enseigne se réveilla en haletant, regardant sa main prothétique avec panique, et se souvenant qu'il n'avait bu que la moitié de l'élixir. Il se redressa dans son lit, se demandant si tout cela avait été un rêve, pour découvrir qu'il était effectivement de retour dans sa chambre. Daisy le regarda avec inquiétude et demanda ce qui s'était passé, pourquoi il avait soudainement disparu et était revenu couvert de sang. Mais Lançon la regarda simplement en silence, l'incitant à demander pourquoi il la regardait si étrangement. Avec un léger sourire, il demanda si elle venait de l'appeler frère. Le visage de Daisy rougit d'embarras, et elle le nia. Mais Lançon souligna que ses yeux étaient rouges et gonflés, se demandant si elle avait pleuré. Il demanda ensuite en plaisantant si elle était si inquiète pour lui, ce à quoi elle admit avec colère qu'elle l'était et demanda si c'était mal de s'inquiéter pour lui. L'enseigne la remercia et lui tapota la tête, et Daisy murmura qu'elle n'était plus une enfant. L'enseigne sourit, pensant à combien de temps s'était écoulé depuis qu'il s'était moqué d'elle comme ça. Soudain, il se sentit étourdi et faillit tomber. Il gémit de douleur, et Daisy se précipita pour l'aider, l'appelant anxieusement par son nom, mais il la rassura en disant que ce n'était pas douloureux. Lançon toucha son visage, les yeux grands ouverts, réalisant que ce qui s'était passé n'était pas un rêve, mais réel, et qu'il avait pensé qu'une seule gorgée ne suffirait pas. Daisy remarqua le changement dans son corps, et ses parties prothétiques commencèrent à tomber une par une. L'enseigne annonça qu'il était revenu, laissant Daisy dans un état de choc complet, mais son corps ne put supporter le changement soudain, et il s'effondra de nouveau au sol alors que Daisy criait son nom avec terreur. Quand l'enseigne se réveilla, il trouva les enfants rassemblés autour de lui avec admiration, incrédule que ses membres aient repoussé. L'enseigne ouvrit les yeux et vit Balsian, Daisy et les autres le regardaient avec étonnement. Balsian lui demanda comment ce miracle s'était produit et ce qui lui était arrivé exactement. L'enseigne répondit calmement qu'il avait bu l'élixir, ce qui surprit Balsian, qui s'écria, demandant s'il voulait dire ce médicament légendaire, dont une gorgée coûtait plus de 50 000 $. L'enseigne leur demanda d'attendre parce qu'il voulait d'abord confirmer quelque chose. L'enseigne se leva et Balsian lui demanda avec anxiété s'il allait bien et s'il était capable de bouger. L'enseigne le rassura en lui disant qu'il allait bien. Et même s'il avait besoin d'une rééducation, ça allait. Il demanda ensuite à Balsian de l'accompagner un instant, ce à quoi ce dernier accepta à contre-cœur. L'enseigne conduisit Balchin vers un ancien hôtel de pierre et lui dit qu'il était sûr qu'il y avait un autre élixir dessus. Balchin regarda l'endroit détruit et demanda à l'enseigne ce qui s'était passé, ce à quoi l'enseigne répondit qu'il ne pouvait pas non plus croire à la situation. L'enseigne expliqua que c'était la raison pour laquelle il voulait vérifier. L'enseigne se souvint que pendant son voyage dans le passé, les gardes étaient étrangement concentrés à cet endroit, et il en conclut que cet hôtel était la clé d'une pièce secrète. Dès qu'il y plaça la clé, un cercle magique s'illumina, révélant une entrée secrète. Tous deux furent stupéfaits par ce qu'ils virent. La pièce était un trésor rempli de pièces d'or d'une valeur de milliers de dollars. En plus des artefacts anciens, des épées, des boucliers et des outils magiques, Balsian ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et demanda à l'enseigne comment tout cela, en plus de ses membres régénérés, pouvait être expliqué. Lançon répondit qu'il ne pouvait pas non plus le croire, puis révéla la vérité choquante qu'il avait visité cet endroit il y a 10 000 ans. Balsian fut totalement choqué. Lançon confirma à ce moment-là que son voyage dans le temps était réel, et il réalisa que si le pouvoir des artefacts qu'il possédait n'était pas à usage unique, et s'il pouvait retourner dans le passé encore et encore, il serait capable de tout accomplir. L'enseigne se tourna ensuite vers Balchin et lui dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait faire en premier. Pendant ce temps, Nagy était détendu, croyant que c'était la vraie vie et se demandant quel genre de plaisir l'attendait aujourd'hui. Il décida d'aller voir l'enseigne qu'il décrivit comme l'épave. Mais en atteignant la porte de la pièce, Nagy fut surpris de voir l'enseigne se tenir devant lui. Nagy lui demanda s'il était sorti pour les rencontrer lui-même, puis se demanda avec étonnement comment ses bras et ses jambes étaient revenus. Nagy paniqua et ordonna à ses camarades de s'enfuir et d'informer leur maître que l'enseigne avait retrouvé son noyau. Il leur ordonna de se disperser et d'aller le plus vite possible. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, l'enseigne dégaina son épée et lança une attaque rapide et puissante sur eux. Avant que l'attaque ne frappe Nagy, elle se divisa en deux, frappant ses deux camarades alors qu'ils tentaient de fuir. Nagy regarda avec choc, se demandant comment cela pouvait arriver. L'enseigne utilisa ses fils d'aura et se précipita vers lui. Nagy reprit ses esprits et se moqua de l'enseigne,
notant qu'il utilisait des fils d'aura et non une lame d'aura complète, et en conclut que cela signifiait que son noyau n'avait pas encore complètement récupéré. L'ancienne rétorqua avec défi en demandant « Et alors ?» L'ancienne ordonna à Nagy de recevoir son attaque, et Nagy déclara avec arrogance qu'il n'était plus comme il l'était il y a 3 ans, mais qu'il était maintenant parent de sang du comte et de classe noble. Nagy se vantait de son corps supérieur et de sa capacité de régénération qui l'empêchait de mourir, qui devenait plus forte lorsqu'elle était combinée à son aura de vampire. Avec une confiance totale, Nagy lança sa puissante attaque rouge, croyant pouvoir vaincre même un maître d'épée. Mais l'instant d'après, Nagy fut absolument choqué. L'attaque évita son épée, puis rebondit sur lui et lui trancha la tête. Sa tête tranchée tomba au sol et son corps commença à s'évaporer comme les vampires lorsqu'ils sont tués. L'ancienne pensa que, bien que son noyau se soit rétabli, il devait encore rassembler son aura dispersée. Plus tard, lors de leur discussion, Daisy demanda à l'ancienne s'il était vrai qu'il avait voyagé dans le passé après avoir bu l'élixir. L'ancienne confirma ses paroles, expliquant qu'il avait voyagé dans le temps en utilisant le trésor royal de la famille Benrua. Balsian lui demanda s'il pouvait retourner dans le passé, ce à quoi l'ancienne répondit qu'il ne savait pas car le trésor n'avait montré aucune réaction depuis lors, et il ne comprenait même pas comment le livre l'avait envoyé dans le passé en premier lieu. Une jeune femme nommée Sia Milan, héritière de la famille Ilnian, intervint en disant que si le trésor était un artefact de l'âge de la magie, cela pourrait être possible. L'ancienne se demanda comment un pouvoir divin pouvait être contenu dans une chose aussi petite. Daisy souleva une question logique concernant l'élixir découvert il y a 200 ans, soulignant que si l'ancienne l'avait bu il y a 10 000 ans, il n'aurait pas pu être découvert à une époque plus récente. L'ancienne réalisa soudainement la vérité. Concluant que la raison était qu'il n'avait bu que la moitié de la bouteille d'élixir avant son retour, l'ancienne demanda à Balsian s'il existait des enregistrements mentionnant que seule la moitié de l'élixir avait été trouvée, ce à quoi il répondit qu'il n'avait jamais entendu parler de la quantité exacte trouvée. Concluant qu'il n'y avait aucun moyen de savoir si la bouteille entière était censée être découverte ou si l'histoire avait changé parce qu'il en avait bu la moitié, ce qui avait conduit à la découverte de seulement la moitié restante. Sia commenta que ce qui était certain, c'était que s'il pouvait retourner dans le passé, ses actions là-bas pourraient changer le monde entier. Sia demanda à l'ancienne ce qu'il souhaitait accomplir si on lui en donnait l'occasion. Après un moment de réflexion, l'ancienne déclara que son premier objectif était de venger ses parents et ses frères et sœurs qu'il avait perdus du jour au lendemain, et son deuxième objectif était de remplir son devoir en tant que dernier membre de la famille royale Benrua. L'ancienne continua, expliquant que son objectif ultime était de restaurer le royaume de Benrua. Mais avant cela, le comte Cassius doit mourir. L'ancienne se rappela comment, dans le passé, il avait cru que se soumettre au seigneur de Cuchan assurerait la sécurité de sa famille, mais il réalisa trop tard que le bonheur emprunté aux autres ne pouvait jamais être sûr. Sia Milan l'avertit que le comte Cassius était un adversaire puissant. Il était déjà un maître d'épée, et personne ne savait à quel point il était devenu puissant après avoir absorbé le sang pur de Dolkacha. L'ancienne insista sur le fait que ce n'était pas facultatif, car un fou comme Cassius pourrait tout faire s'il découvrait qu'il s'était rétabli. Pour cette raison, il leur assura que c'était une bataille qu'ils ne pouvaient pas éviter. Il leur rappela ensuite que le rapport d'impôt dû au comte devait être soumis dans les 3 semaines et qu'ils devaient régler cette affaire avant cette échéance. L'ancienne s'isola pour s'entraîner seul, essayant de maîtriser le style d'escrime utilisé par le chef de la secte il y a 10 000 ans. Il se rappela ce style dur et inflexible et cette aura tranchante et perçante. Les mots sarcastiques du chef de la secte résonnèrent dans son esprit, disant qu'il ne pouvait même pas lire le cœur de l'épée et qu'il n'était qu'un épéiste novice. Mais maintenant, l'ancienne comprenait le vrai sens de ces mots. Il ne s'agissait pas de parler à l'épée, mais de lui et de l'épée ne faisant qu'un. Avec cette nouvelle réalisation, l'ancienne devint certain que le pouvoir auquel il avait fait face dans le passé n'était certainement pas une aura ordinaire. Son entraînement fut interrompu par l'arrivée de Daisy, criant que quelque chose de terrible s'était produit et que cela concernait le comte Cassius. Pendant ce temps, dans le château du comte, l'un de ses hommes l'informa qu'il avait invité la famille de l'ancienne au château dans 3 jours. Le comte Cassius répondit qu'il avait assez longtemps attendu les nobles du royaume de Benrua et que le moment était venu de les utiliser comme sacrifice. L'ancienne et ses compagnons se réunirent pour discuter de l'invitation soudaine qui arriva 3 semaines avant la date limite du rapport d'impôt. Balsian se demanda si le comte avait réalisé que l'Ensigne avait récupéré son corps et tué Nagy, mais Sia rejeta cette idée, disant que le comte supposerait que les rebelles l'avaient fait. Elle expliqua que le problème n'était pas là, mais que cette invitation soudaine ruinait leur plan pour l'assassiner. Elle révéla que leur seule chance était d'attaquer lorsque le comte effectuait ses rituels. Lorsque l'ancienne s'enquit de ses rituels, Sia expliqua que depuis sa blessure, le comte quittait le château une fois par mois pour effectuer des rituels seul. Daisy ajouta qu'elle avait vu les hommes de Cassius kidnapper des enfants, et Sia confirma qu'ils éradiquaient les villages qui ne pouvaient pas payer d'impôts en utilisant les corps de leurs habitants et de leurs enfants comme sacrifices dans ces rituels. L'ancienne fut choquée d'apprendre que Cassius préparait des corps et des sacrifices vivants pour se soumettre à une entité inconnue et réalisa qu'il devait oublier le Cassius qu'il connaissait dans le passé.
Il déplora le fait que beaucoup de choses avaient changé pendant qu'il était impuissant et blessé. Il demanda à Sia comment elle connaissait toutes ces informations. Sia répondit calmement qu'elle avait son propre réseau de renseignements. L'ancienne s'inquiéta pour Sia, la grondant d'être allée seule dans une ville aussi dangereuse. Sia l'interrompit avec colère, lui rappelant que leur plan avait complètement déraillé, mais Balsian la défendit, disant qu'elle avait 20 ans maintenant et qu'elle était adulte. Daisy demanda anxieusement à l'ancienne s'il était vraiment capable d'éliminer Cassius. L'ancienne répondit fermement qu'il devait le faire et qu'il avait une réelle chance avec cette épée à la main. Balsian la reconnut immédiatement, expliquant que c'était l'épée du roi. L'ancienne expliqua que cette lame était faite d'acier argenté tombé du ciel et qu'elle avait été forgée avec une aura et que les êtres corrompus comme les vampires ne pouvaient pas y résister. Sia annonça qu'elle lui ferait confiance et ajouta en plaisantant que s'ils échouaient, ils pourraient mourir ensemble. L'ancienne fut irritée par ces paroles pessimistes. Après avoir affirmé qu'elle plaisantait, elle reprit son sérieux, disant qu'ils avaient besoin d'un autre moyen de tuer le comte. L'ancienne conclut la discussion en disant que leur plan actuel, malgré son danger, était leur seule option pour le moment. Puis la scène se déplace vers un village tranquille appelé Loura. Les enfants jouaient joyeusement, comparant la taille des champignons qu'ils avaient ramassés, et l'un d'eux courut avec enthousiasme, suggérant qu'ils les mesurent à leur retour à la maison. Mais soudain, sans avertissement, le feu éclata dans le village. Les enfants restèrent pétrifiés de terreur et de perplexité, se demandant ce qui se passait. Le village fut brutalement attaqué par des soldats portant des armures et des visages semblables à des crânes qui massacrèrent sauvagement les villageois et placèrent les corps qu'ils avaient tués dans des charrettes. Les soldats remarquèrent bientôt les enfants et l'ordre fut donné de ne laisser aucun d'eux s'échapper. Les enfants terrifiés furent encerclés par les soldats qui avancèrent vers eux. Mais avant qu'ils ne puissent les atteindre, des flèches volèrent soudainement, frappant les soldats. Un homme mystérieux apparut et demanda aux enfants s'ils allaient bien. Le petit garçon lui demanda qui il était, et l'homme se présenta comme Rivra Pietro. Les enfants murmurèrent son nom, et le petit garçon lui demanda avec étonnement s'il était baron. Rivra dit aux enfants qu'il expliquerait plus tard, mais le plus important maintenant était de sortir du village. Les enfants refusèrent de partir, hurlant et pleurant, soulignant que leur mère était toujours là. Rivra réalisa qu'éliminer quelques soldats n'arrêterait pas ce massacre, et il murmura avec regret que le comte était allé trop loin. Pendant ce temps, au château du comte, des charrettes chargées de corps arrivèrent. Un soldat informa son maître que 116 corps étaient arrivés, un nombre supérieur à ce qui était requis pour ce jour-là. Le comte apparut sous sa forme de vampire et ordonna à ses hommes de partir, disant qu'il s'occuperait du reste lui-même. Le comte pensa que les enfants de l'Ancienne arriveraient au château demain, et avec un sourire sinistre, il annonça que le moment tant attendu était enfin arrivé. Le comte commença à effectuer ses rituels, tirant une énergie étrange des corps, mais il sentit soudain quelque chose de suspect et tira le couvercle d'une des charrettes. Le comte fut surpris car il fut pris au dépourvu par une attaque inattendue. Revenant à une scène précédente, Sia expliquait son plan, disant que selon ses informations, les corps du village de Loura seraient chargés sur des charrettes ce jour-là. Elle demanda à l'Ancienne de faire semblant d'être un cadavre et de se faufiler dans l'une de ces charrettes. De cette façon, il serait transporté directement au comte, et il devait supprimer son énergie jusqu'à ce moment-là, puis le frapper lorsqu'il serait pris au dépourvu. En effet, l'Ancienne se retrouva face au comte, qui fut surpris de le voir et lui demanda en se moquant ce qui l'amenait sans avertissement. L'Ancienne réalisa que ce ne serait pas facile. Le comte le félicita pour son rétablissement, se demandant s'il avait trouvé un élixir. À ce moment, l'Ancienne réalisa que la stratégie l'avait mené aussi loin qu'elle le pouvait, et qu'il devait maintenant se battre et gagner. Le comte se prépara au combat, exprimant son espoir que l'Ancienne lui montrerait un désespoir magnifique. L'Ancienne concentra tous ses sens, sentant qu'il pouvait maintenant lire le cœur de l'épée. L'Ancienne lança une attaque rapide tandis que le comte déchaîna des coups massifs d'énergie rouge. L'Ancienne évita de justesse les attaques. Le comte ne lui laissa aucune chance et se précipita sur lui à une vitesse terrifiante, finissant dans un affrontement féroce avec l'Ancienne qui essayait de reculer à nouveau. L'Ancienne rassembla son aura d'épée puis lança une attaque furieuse vers le comte. Le comte admit que la frappe de l'Ancienne était impressionnante et que si son aura avait été un peu plus faible, sa tête se serait envolée. Il ajouta ensuite avec un sourire narquois que cette compétence était ce qu'il attendait de quelqu'un du royaume de Banrua. L'Ancienne fut surpris que le comte connaisse son identité, et le comte confirma qu'il devait être le deuxième prince de Banrua dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Le comte décrivit l'Ancienne comme une découverte rare et lui dit que s'il offrait son âme précieuse en sacrifice, il serait sûrement capable de réaliser le désir de son cœur. En réponse, l'Ancienne lança une autre attaque, mais le comte la bloqua facilement, disant que ses tentatives étaient futiles et que son épée ne pouvait pas pénétrer son aura. Les yeux de l'Ancienne brillaient de concentration, et son énergie bleue se heurta à l'énergie rouge du comte dans une explosion massive. Ailleurs, Rivra Pietro avait rassemblé ses hommes qui lui demandèrent pourquoi cette convocation soudaine. Rivra répondit qu'il avait reçu des informations indiquant que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Un des hommes de Rivra demanda la nature des informations qu'il avait reçues.
Soudain, les hommes virent un énorme éclair d'énergie à l'horizon et se demandèrent avec terreur ce que c'était. Ils reconnurent la lueur de la lame rouge comme l'aura du comte Cassius et se demandèrent qui le combattait. Rivra regarda à travers des jumelles, se demandant qui osait faire une chose aussi audacieuse. Et quand un de ces hommes regarda, il reconnut l'autre combattant sous le choc, murmurant le nom, Lancène. Les autres hommes ne le crurent pas et se demandèrent si Lancène s'était vraiment rétabli. Rivra se souvint de l'avertissement de Sia qu'il avait reçu sa dernière chance et que cette chance ne se répéterait pas. Sia exhorta Rivra à prendre son temps et à décider s'il devait saisir l'occasion ou la laisser passer et récolter des regrets toute sa vie. Pendant ce temps, Rivra était rongé par des doutes, se demandant si Lancine était vraiment capable de tuer le comte. Il pensait que bien qu'il soit une armée rebelle, le mieux qu'il pouvait faire était de sauver quelques enfants, et rejoindre Lancine maintenant signifiait sacrifier toute leur vie. Un de ces hommes lui demanda s'ils allaient simplement rester là à regarder. Rivra prit sa décision, annonçant qu'il devait faire quelque chose, puis s'excusa implicitement auprès de ces hommes pour le danger auquel il allait les exposer. Retour à la bataille, Lancène et le comte échangeaient des coups. Lancène se préparait à porter un autre coup de toutes ses forces. Lancine cria en lançant une autre attaque. Le comte fut surpris par l'attaque, qui réussit à le frapper, faisant saigner son cou. Dans un accès de rage, le comte maudit Lancine, qui se tenait à peine debout à cause de l'épuisement. Le comte admit, serrant sa blessure, que l'escrime de Lancène était vraiment magnifique et qu'il pourrait être capable de pénétrer sa défense un jour, mais seulement s'il pouvait l'atteindre en premier. Puis le comte convoqua une armée de ses disciples vampires pour attaquer Lancène. Une armée de vampires se précipita vers Lancène. Lancène se retrouva encerclé par une armée de vampires et se sentit frustré car il avait prévu d'affronter le comte seul après s'être faufilé parmi les cadavres. Lancène réalisa que leur nombre était infini, et qu'à ce rythme, il s'effondrerait d'épuisement avant de pouvoir atteindre le comte. Un des vampires lança une attaque vers Lancène, mais il l'évita facilement. Lancène résolut d'achever rapidement ses disciples. Mais avant que l'un d'eux ne puisse l'atteindre, une flèche d'argent le perça. Les vampires se demandèrent sous le choc quelle était la source de la flèche d'argent imprégnée d'aura. Alors que le comte se demandait avec colère qui osait interférer, Rivra Pietro apparut tenant son arc, et il n'était pas seul. Salzaran arriva également, appelant Lancène, frère. Lancène fut surpris de voir Salzaran, puis encore plus surpris par l'arrivée de Sia et Daisy et même Cyclin. Le député de Rivra mena ses chevaliers au combat, déclarant que tous les scélérats qui voulaient leur mort s'étaient rassemblés en un seul endroit et ordonna à ses hommes de tous les tuer. Alors que Sia gérait la bataille en donnant ses instructions, Rivra tirait ses flèches avec précision, et les vampires tombaient les uns après les autres. Daisy et Cyclin affrontèrent bravement les vampires. Lancène demanda anxieusement à ses compagnons pourquoi ils étaient venus, craignant qu'ils ne se blessent. Daisy répondit, demandant pourquoi il essayait toujours de tout faire seul, lui rappelant qu'ils étaient adultes maintenant. Elle ajouta que c'était une bataille qu'ils devaient tous mener ensemble. Salzarin confirma ses paroles et demanda à Lancène de se concentrer uniquement sur le comte. Lancène regarda ses compagnons et réalisa avec un sourire que ce n'était pas le moment de les traiter comme des enfants sans défense. Lancène regarda vers le comte et rassembla ses forces, serrant son épée fermement, déterminé à affronter l'adversaire auquel il devait faire face. Avec un sourire menaçant, le comte déclara qu'il commencerait par arracher le bras de Lancène. La main du comte se transforma en une énorme griffe rouge, et il attaqua avec. Mais Lancène contre-attaqua en utilisant un collier qui libéra une puissante barrière dorée. La barrière explosa, repoussant le comte, qui regarda sous le choc et l'étonnement, se demandant ce qui venait de se passer. Le comte fut stupéfait quand il réalisa que l'explosion avait emporté sa main. Lancène lui cria, expliquant que c'était le collier de protection. Lancène regarda le collier brisé dans sa main, expliquant que c'était un artefact qu'il avait trouvé dans les ruines. Et bien qu'il regrettât de l'avoir cassé, il avait servi son but. Lancène expliqua qu'après une attaque générale, une faille apparaît toujours dans la défense, et que cette faille était l'occasion parfaite pour son atout, qu'il n'avait pas encore révélé. Lancène concentra toute son énergie, unissant son cœur au cœur de l'épée, et déchaîna un tourbillon massif d'énergie bleue. Le comte rugit de colère, déchaînant son énergie rouge, jurant que Lancine serait celui qui mourrait ici, puis frappa le tourbillon. Cependant, le tourbillon absorba l'attaque sans être affecté. Avec l'attaque violente et continue, Lancine réussit à créer une fissure dans l'aura protégeant le cou du comte. Et à travers cette faille, Lancène porta son coup décisif. Le comte tomba au sol en prenant sa dernière respiration, se demandant avec stupéfaction si ce qui l'avait frappé était la lame d'âme. Lancène répondit qu'il avait seulement essayé de mélanger l'ancienne énergie de l'épée avec la lame d'aura, et lui aussi se demandait si c'était bien la lame d'âme, le symbole du grand maître. Soudain, les disciples vampires du comte furent blessés et commencèrent à tomber les uns après les autres. Les hommes de Rivra se demandèrent avec confusion ce qui les avait soudainement affligés. Rivra réalisa que Lancène avait bel et bien tué le comte. Rivra s'approcha de Lancène, incrédule que ce dernier ait réellement vaincu le comte. Il lui dit que selon les archives, les vampires qui perdent leur maître perdent la tête pendant un jour ou deux. Quand Lancène demanda s'il reviendrait à la normale après cela,
Rivra confirma, expliquant que c'était leur chance d'éliminer les restes. Rivra offrit de s'occuper des vampires restants avec ses hommes d'ici la fin de la nuit, ce que Lançon accepta immédiatement. Rivra s'avança et remercia chaleureusement Lançon, exprimant sa gratitude pour leur avoir donné une chance de venger leurs camarades. Lançon lui dit qu'il lui était redevable et suggéra qu'ils travaillent ensemble pour faire de la ville un meilleur endroit où vivre. Après cela, Rivra révéla les armoiries de la famille Pietro, expliquant qu'il avait prévu de le dire à Lançon plus tard, mais les événements accélérèrent la situation. Rivra expliqua que sa famille faisait partie de la noblesse de Gloryland il y a 300 ans. Il présenta ensuite le blason à Lançon, déclarant qu'il le servirait comme son seigneur à partir de ce moment. Plus tard, Lançon parla avec Sia, qui commenta qu'elle s'attendait à ce que Rivra aille jusqu'à présenter le blason de sa famille. Lançon lui demanda si elle connaissait bien Rivra, ce à quoi elle répondit qu'elle le connaissait dans une certaine mesure, expliquant qu'elle obtenait ces informations grâce à son aide et à celle de ses forces. Lançon fut choquée d'apprendre qu'elle avait dangereusement collaboré avec les forces de Rivra, mais elle insista sur le fait qu'elle ne leur avait fourni qu'un peu d'aide. Sia suggéra qu'il laisse à Rivra le soin de s'occuper des vampires restants et qu'il se concentre sur la recherche de preuves des méfaits du comte. Elle expliqua que plus ils terniraient la réputation du comte, plus ils obtiendraient le soutien des citoyens. Lançon fut d'accord avec elle, réalisant qu'après la mort de Cassius, ils avaient besoin du soutien des citoyens pour gouverner la ville de Cuchan. Immédiatement, ils formèrent une équipe d'enquête, comprenant des représentants des marchands et des citoyens, afin de recueillir des preuves. Pendant l'enquête dans l'église du château, Sia fit remarquer que l'endroit ne semblait pas spécial, ce dont Lançon convint. Bien qu'ils aient trouvé une statue de pierre effrayante et troublante, Sia pointa Lançon du doigt, puis lui posa des questions sur le collier qu'il portait. Soudain, le collier que Lançon avait acquis dans le passé commença à briller, mais il se demanda pourquoi il brillait à ce moment-là. Lançon sortit le livre du destin, qui commença également à briller en vert comme auparavant. Sia reconnut le livre et suggéra à Lançon d'essayer de l'ouvrir. Lançon refusa catégoriquement, craignant d'être renvoyé dans le passé, expliquant que s'il disparaissait maintenant, de nombreuses factions se précipiteraient pour s'emparer de la région. Sia fut d'accord avec lui et l'exhorta à cacher le livre rapidement. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le livre s'ouvrit tout seul et révéla un texte sur le Seigneur du ciel clair qui était revenu avec le trésor du culte. Le sceau royal s'alluma à nouveau, et en un instant, Lançon se retrouva à nouveau dans le passé. Il se retrouva assis sur une charrette en mouvement dans un champ, se demandant où il était cette fois et remarquant qu'il faisait à nouveau partie d'un groupe. Lançon ressentit une immense pression de la part de l'homme en robe assis devant lui, et il réalisa qu'il était beaucoup plus fort que quiconque il avait rencontré auparavant. L'homme l'appela Lançon et lui demanda s'il s'était réveillé, et Lançon pensa que cet homme était d'un niveau complètement différent de celui du chef du culte qu'il avait affronté auparavant. Ce n'était pas seulement son aura puissante. L'énergie de mana dans toute la zone tourbillonnait autour de lui, quelque chose d'incompréhensible même pour un grand maître. L'homme lui dit qu'il l'avait rencontré par hasard et qu'il l'avait pris comme disciple, et Lançon réalisa que c'était son rôle dans ce passé, le disciple de cet homme mystérieux. Puis l'un des accompagnateurs demanda à son maître quand il avait pris ce garçon comme disciple, et il répondit que le maître lui-même s'était intéressé à lui et l'avait accepté il y a une semaine. Le maître confirma l'affaire, expliquant qu'il l'avait en effet amené il y a une semaine et se demanda à quel point cette rencontre était étrange, comme si elle était ordonnée par Dieu. Lançon était perplexe face à cet homme et à son attitude, qui était complètement différente de celle des membres du culte qui le traitaient comme l'un des leurs sans se soucier. L'homme se présenta comme le grand-duc Latna Celsius et expliqua qu'éliminer les membres du culte était son souhait de longue date. Il se tourna ensuite vers Lançon, l'appelant Ranchin Van Roa et lui rappelant qu'il était devenu son disciple il y a une semaine. Il lui dit qu'ils étaient maintenant en route vers son château où il recevrait ses enseignements. Lançon se demanda pourquoi le duc lui expliquait la situation d'une manière si douce, tandis que le duc exprimait son impatience de réaliser leurs aspirations ensemble. Soudain, une pensée troublante traversa l'esprit de Lançon, et il se demanda si le duc avait découvert sa véritable identité, réalisant que toute l'affaire était extrêmement étrange. Bien que le duc le traitait avec une douceur inhabituelle, Lançon soupçonnait qu'il pourrait savoir quelque chose. Pendant ce temps, l'autre Lançon exprima sa fierté d'accompagner son maître dans ce voyage. Lançon décida de tester le duc, lui demandant s'il était vraiment sûr de sa décision, d'autant plus qu'il ne savait même pas qui il était vraiment. Le duc reconnut que l'affaire était en effet étrange, mais ajouta qu'il y avait une chose de sûre, c'était que si ce qui se passait maintenant s'alignait sur son objectif, alors c'était peut-être quelque chose qu'il avait accepté il y a longtemps. Lançon ne comprit pas ce que le duc voulait dire, et le duc expliqua qu'il ne le savait pas avec certitude et que c'était juste un sentiment qu'il avait. Lançon resta silencieux, se demandant ce que signifiait le mot sentiment dans ce contexte. Il sentit que cette situation le rendait presque fou, et il se demanda avec confusion ce qui se passait. La charrette continua son chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin un immense château fait d'acier brillant, et Lançon se demanda comment il avait fini dans cet endroit et de cette étrange manière. Le duc dit à Lançon que c'était la ville des chevaliers, l'acier brillant, où il résidait.
Il lui expliqua que bien qu'il soit un grand-duc, il laissait la plupart des affaires gouvernementales à ses serviteurs pendant qu'il passait son temps à enseigner aux jeunes générations. Pendant leur voyage, Lansen réalisa que le duc lui enseignait habilement les coutumes et l'étiquette courantes dans cette époque ancienne. Grâce à cela, Lansen s'adapta progressivement à la vie à cette époque. Comme il ne savait pas comment retourner dans son monde, il décida qu'il n'avait pas d'autre choix que de se concentrer sur son présent. Lansen pensa que cette époque était clairement avancée en matière de compétences et d'escrime, et il résolut de profiter de sa présence ici pour acquérir de nouvelles expériences comme il l'avait fait auparavant. Pendant ce temps, le duc lui dit qu'il avait un autre disciple dans le château vers lequel il se dirigeait, le décrivant comme un garçon diligent avec un sens élevé de la justice, et qu'il le rencontrerait bientôt. Lansen acquiesça silencieusement en voyant le château imposant devant eux. À leur arrivée, Lansen fut très surpris lorsqu'il vit l'autre disciple. C'était la blonde Nidus qu'il avait rencontrée lors de son précédent voyage dans le passé, qui avait également l'air choqué de le voir. Le duc remarqua leur réaction et leur demanda s'ils se connaissaient. La Nidus confirma cela et rappela à son maître l'homme qui l'avait aidé dans l'église du culte il y a environ un an, soulignant que c'était Lansen lui-même. Le duc se souvint de l'histoire qu'il avait entendue à propos d'un homme qui utilisait une étrange technique d'escrime. Le duc exprima son plaisir qu'ils se connaissent déjà, puis dit au chevalier que Lansing serait son cadet à partir de maintenant et lui demanda, en tant que son aîné, de bien le guider. La chevaleresse fut choquée par cette demande et s'interrogea sur le fait qu'il soit son cadet. Le duc justifia sa décision en disant qu'il avait déjà pris Lansen comme disciple, mais qu'il avait été très occupé ces derniers temps. Et pour cette raison, elle serait responsable de son enseignement pour le moment. Après cela, le duc s'excusa pour entrer en premier, expliquant qu'il avait des affaires à discuter avec les sorciers à l'intérieur. Lansen n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé et pensa à quel point c'était étrange qu'ils se soient rencontrés à nouveau dans cet endroit et qu'elle soit la disciple du grand-duc. Lansen essaya de la saluer et lui tendit la main en exprimant son plaisir de leur retrouvaille, mais elle l'interrompit brusquement en lui demandant ce qu'il pensait faire. Elle le gronda ensuite et lui demanda si c'était la bonne façon de saluer quelqu'un de rang supérieur. Lansen fut surpris par sa rigueur et sa discipline. La chevalier lui dit sérieusement que, quelle que soit la vie qu'il avait vécue jusqu'à présent, à partir de ce moment, ils étaient les deux seuls disciples du maître. Elle lui demanda si elle avait tort, et Lansing n'eut d'autre choix que d'admettre qu'elle avait raison. Elle continua qu'afin de ne pas faire honte à leur maître, ils devaient faire attention à chacune de leurs actions. Elle souligna la nécessité de toujours maintenir une apparence élégante et une conduite appropriée. Elle commença ensuite à le gronder sur les détails de son apparence, lui demandant quand il avait ciré ses chaussures pour la dernière fois, souligna que sa cape était accrochée de travers et critiqua ses cheveux en désordre. Elle conclut en disant que se promener avec une telle apparence ne le différenciait pas d'un bandit. La chevalier remarqua que Lansing jetait un coup d'œil à ses cheveux et lui demanda avec colère pourquoi il n'arrêtait pas de les regarder. Lansing se demanda sarcastiquement comment elle pouvait lui faire la leçon avec ses cheveux coiffés comme ça. Elle toucha alors doucement ses cheveux, et Dorel devint extrêmement troublée. Elle s'enfuit, embarrassée, tandis que les autres chevaliers murmurèrent qu'elle trouvait toujours un défaut dans les actions des autres, ce qui fit sourire Lanson discrètement. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, la chevalier se présenta officiellement comme d'un sérum. Elle expliqua qu'elle était un chevalier de la garde personnelle du grand-duc et un membre de l'escadron de chevaliers de l'horizon. Udin admit que Lansen pourrait être plus fort qu'elle, mais elle ajouta que leur maître lui avait dit qu'il était toujours incapable de contrôler correctement son énergie d'épée. Elle ajouta que l'escrime est quelque chose qui doit être appris par le combat direct. Udin tira son épée et invita Lansen à tirer la sienne, déclarant qu'il était temps pour le collègue senior d'enseigner à son junior les bases de l'escrime. Lansen réalisa que c'était la vraie raison pour laquelle ils étaient venus sur le terrain d'entraînement, mais Udin insista sur le fait que cela n'avait rien à voir avec le fait qu'elle évacuait sa colère à cause de son embarras précédent et lui demanda de ne pas se méprendre. Lanson acquiesça silencieusement et tira son épée, pensant que les mots étaient inutiles devant les épées. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.